Salut, c'est Zaba et commençons tout de suite par le numéro 8, la pyramide enterrée. La pyramide enterrée ou pyramide de Sekhemkhet est une pyramide inachevée qui a été construite il y a 4600 ans. Elle a été construite sous le règne de Sekhemkhet, le deuxième pharaon de la troisième dynastie. C'était à l'aube de l'Égypte ancienne, au début de l'Ancien Empire, lorsque les pyramides devenaient de plus en plus populaires. Personne ne connaissait l'existence de cette pyramide jusqu'en 1951, date à laquelle elle a été découverte par l'archéologue Zakaria Goneim. Il avait remarqué une forme inhabituelle dépassant du sable du désert alors qu'il effectuait des fouilles sur tout un autre site à proximité. La pyramide a été dégagée, son fond a été révélé et ne mesurait que 5,2 mètres de haut et 18,3 mètres d'épaisseur. Mais curieusement, la pyramide était sur le point d'être achevée lorsqu'elle a été abandonnée. Mais ce n'était pas totalement un gâchis. Les archéologues ont creusé jusqu'au cœur de la pyramide, dans un passage scellé et dans une galerie qui contenait un cercueil en bois pourri. Il y avait aussi un petit assortiment de trésors, des bracelets en or, des perles et des jarres. Les jarres portaient le nom de Sekhemkhet, ce qui indique clairement qu'il s'agissait de son lieu de repos éternel. Il a fallu 3 ans aux archéologues pour creuser jusqu'à la chambre funéraire, à l'intérieur de laquelle se trouvait un magnifique sarcophage en albâtre, taillé dans un seul bloc de pierre. Son couvercle était vertical, ce qui est très inhabituel dans les sarcophages anciens. Il semblait scellé et tout le monde espérait voir l'une des plus anciennes momies royales de l'histoire égyptienne. Cependant, lorsqu'ils ont finalement ouvert l'ancien cercueil, celui-ci était vide. Cela a posé de nombreux problèmes aux historiens. Pourquoi le sarcophage était-il vide, mais toujours scellé? Et pourquoi son corps aurait-il été volé alors que l'or se trouvant dans l'autre pièce n'avait pas été touché? Tout cela n'a aucun sens et personne ne sait pourquoi le complexe pyramidal a été commencé mais n'a jamais été achevé. Et suite à la mort très suspecte de Zakaria Goneim en 1959, l'intérêt pour la pyramide s'est estampé et les recherches ont été abandonnées. Quelques fouilles ont eu lieu par la suite, mais la pyramide enterrée reste à ce jour l'un des plus grands secrets de l'Égypte. Numéro 7. Le tunnel de Titus. Sous le règne de l'empereur romain Vespasien, au 1er siècle de notre ère, l'une des plus grandes et des plus mystérieuses merveilles d'ingénierie du monde antique a été commandée. L'empereur a fait creuser un tunnel massif à travers une montagne pour détourner les eaux de crue. L'ancienne ville portuaire de Séleucie de Pierrie, située dans l'actuelle Turquie, était constamment menacée d'inondations. Les Romains ont donc creusé un tunnel à travers la montagne pour sauver la ville et ses habitants. Selon l'UNESCO, il s'agit de l'un des vestiges les plus magnifiques de l'époque romaine et il est presque parfaitement préservé, et ses plus grands ouvrages d'art étant toujours intacts. L'empereur Vespasien a lancé le projet de construction, mais celui-ci s'est achevé bien après son départ. Son fils, Titus, a poursuivi les travaux entre 79 et 81 après Jésus-Christ. Puis, l'édifice a été achevé au IIe siècle sous la direction d'Antonin le Pieux. Les empereurs romains avaient l'habitude de s'assurer que tout le monde connaissait la quantité de travail qu'ils avaient accompli et les monuments qu'ils avaient érigés. Et nous connaissons les dates exactes auxquelles certains empereurs ont financé des projets de construction parce qu'ils ont laissé des plaques portant leur nom, comme c'est d'ailleurs le cas pour le tunnel. Séleucie de Pierrie était une ville très importante dans le monde antique, et elle recevait des marchandises exotiques en provenance d'Asie qu'elle vendait dans tout l'Empire. C'est également là que Saint Paul, l'un des 12 disciples du Christ, est parti pour son premier voyage missionnaire, l'une des toutes premières missions chrétiennes de l'histoire. Mais la ville n'a cessé d'être inondée. Les ingénieurs de la 10e Légion romaine ont été à l'origine de la construction initiale du tunnel. Il s'agissait apparemment d'un projet public majeur, puisque des légionnaires, des marins et des esclaves ont été utilisés pour creuser le tunnel. Et lorsqu'il a été achevé, le tunnel de Titus mesurait près d'1 kilomètre de long. Cela pourrait sembler peu, mais il faut se rappeler qu'il a été creusé dans la roche et ce n'était pas une mince affaire et c'est l'une des choses les plus remarquables que les Romains aient jamais faites. Et le tunnel est d'autant plus impressionnant qu'il a survécu à toutes ces années en étant à peine endommagé. Et grâce à son rôle dans la dérivation des eaux de crue, la ville de Séleucie de Pierrie a survécu jusqu'à la fin du Moyen-Âge. Numéro 6. Porte des étoiles. La Stargate Cavern,
ou porte des étoiles de Capern, ressemble à un portail vers une contrée lointaine dans le cosmos. Ce portail se trouve dans la petite ville autrichienne de Capern, mais ne possède absolument pas de propriétés extraordinaires. Il s'agit tout simplement d'une réplique de la porte des étoiles de la série télévisée Stargate. Dans la série, on l'utilise pour créer un vortex qui peut transporter quelqu'un sur une autre planète en un clin d'œil. Et ce portail a été réalisé par un artiste local comme un monument ludique, mais il se pourrait qu'il y ait une vraie porte à l'autre bout du monde, au Sri Lanka. Et ne ressemble pas vraiment à un portail. Ce mystérieux cercle, qui aurait toutes sortes de propriétés surnaturelles selon certains, est gravé sur un rocher du site de Ranmasu Uyana à Anuradhapura. Il se trouve à l'intérieur d'un ancien jardin qui servait de lieu de détente à la famille royale du royaume d'Anuradhapura, fondé par le roi Pandu Kabaya en 437 avant notre ère. Ce fut le premier véritable royaume à dominer l'ancien Sri Lanka et son influence s'étendait à tous les coins du pays, le roi étant considéré comme le seigneur suprême et le commandant de tous les habitants de l'île qui étaient pour la plupart bouddhistes. Mais ils ont tout de même été envahis à plusieurs reprises par les royaumes du sud de l'Inde, mais ont réussi à s'accrocher. Ils ont tenu jusqu'en 1017, date à laquelle l'empereur Chola, Rajaraja Ier, a envahi Anuradhapura et la ville est tombée dans le chaos et la ruine. Mais qu'en est-il de la porte des étoiles? C'est une chose très étrange, une gravure sur un morceau de pierre plate qui semble montrer des symboles inconnus. Et malgré toutes les tentatives, les scientifiques ne savent toujours pas ce que signifient ces symboles, de sorte que l'ensemble semble couvert d'un ancien langage complètement étranger. Il n'y a pas d'explication et les archéologues vous diront qu'il s'agit d'une sorte de calendrier, bien que cela n'ait pas beaucoup de sens. Beaucoup pensent qu'il s'agit d'une porte construite par une civilisation bien plus ancienne pour des raisons obscures. Mais pour l'instant, tout cela reste un très grand mystère. Numéro 5. Les cités de la falaise. Les habitations de la falaise de Gila, au Nouveau-Mexique, recèlent des secrets que les archéologues ne peuvent qu'espérer percer. Il y a 1000 ans, une branche très peu connue du peuple natif américain Mogolan a utilisé les habitations de la falaise pour s'installer. Connus sous le nom de Mogolan Mimbres, ils sont apparus vers l'an 1000 dans les terres arides du sud-ouest des États-Unis. Les grottes naturelles creusées par l'érosion dans les flancs des canyons constituaient un excellent endroit pour s'installer. Les anciens se sont mis à construire leurs maisons dans les recoins rocheux où ils sont restés pendant environ 130 ans. Mais ce qui s'est passé avant et après reste un très grand mystère. Des preuves archéologiques montrent que des hommes vivaient dans les abris sous roches il y a au moins 2000 ans. Les habitations de la falaise avaient déjà été habitées et abandonnées lorsque les Mimbres Mogolans sont apparus et ont construit leurs propres habitations troglodytes. Et les scientifiques ont eu beaucoup de mal à répondre à la question de savoir qui étaient ces premiers habitants. La falaise couvre une superficie d'environ 553 acres et les principaux bâtiments étaient abrités à l'intérieur de 5 alcôves principales. Toutes les alcôves donnent sur le Cliff Dweller Canyon et qui s'ouvrent sur la rivière Gila. Mais nous devons supposer que lorsque les gens ont construit leur maison ici, il y avait de la pluie et de la nourriture. Il a fallu énormément de travail pour construire les habitations troglodytes et les habitations en boue et en pierre, et les habitants ont dû donc être très bien nourris et bien soignés. Les preuves trouvées dans les habitations montrent que chaque unité était composée de 10 ou bien de 15 familles. Ces familles vivaient ensemble à l'ombre des rochers et se nourrissaient régulièrement de courges, de maïs et d'haricots. Ils mangeaient probablement aussi de la viande de cerf et de bison lorsqu'ils pouvaient en attraper un. Mais il s'est passé quelque chose en 1130 après Jésus-Christ. Les habitants des falaises ont disparu et personne ne sait où ils sont allés. Il aura fallu un peu plus d'un siècle pour qu'ils abandonnent le canyon, probablement parce que la pluie a cessé de tomber et qu'ils ne pouvaient plus se nourrir. Mais tout cela ne reste qu'une supposition. En réalité, les archéologues ne connaissent pas la vérité sur la disparition du peuple mogolan. Numéro 4. Le triangle de Bridgewater. À peu près tout le monde a entendu parler du triangle des Bermudes. C'est étendue d'eau triangulaire dans l'océan Atlantique qui aurait englouti d'innombrables navires et avions. Mais beaucoup ignorent l'existence de la parcelle de terre triangulaire située entre Providence, Boston et Plymouth aux États-Unis.
Il s'agit du triangle de Bridgewater, ou comme certains l'appellent, le triangle des Bermudes du Massachusetts. Le triangle est devenu célèbre dans les années 1970 lorsque Loren Coleman, cryptozoologue et auteur de Mysterious America, en a défini les limites. Et ne me demandez pas quel est le lien entre la cryptozoologie et le triangle des Bermudes, des Américains. Loren Coleman a écrit qu'à l'intérieur du triangle se produisaient des choses extraordinairement inhabituelles. Le triangle abrite également certains des sites archéologiques les plus obscurs d'Amérique du Nord, comme Dayton Rock. Dayton Rock est un rocher qui pèse environ 40 tonnes et qui est couvert de mystérieux pétroglyphes. Les pétroglyphes sont fascinants car personne ne sait qui les a réalisés ni ce que ces symboles bizarres sont censés représenter. Et ce n'est là qu'un des sites étranges du triangle. Il y a aussi Hockomock Swamp, une vaste zone humide qui engloutit les personnes qui s'aventurent trop profondément dans ces bourbiers gluants. Les amateurs de paranormal s'en foutent de cet endroit et pensent que de nombreuses victimes sans méfiance ont été emportées par le marais pour ne plus jamais être revues. Et il semblerait même, selon certains récits, qu'un fantôme traîne à Profile Rock. C'est à cet endroit que les Amérindiens de la tribu Wampanoag ont rencontré le roi Philippe et selon les légendes, son fantôme hanterait toujours les lieux. Et en dehors des sites historiques, les activités paranormales y seraient très nombreuses. Des gens y auraient vu Bigfoot, comme un peu partout aux États-Unis d'ailleurs, qui rôde le plus souvent près de l'effrayant marécage dont je viens de vous parler. Et certains vont même jusqu'à croire qu'il y aurait un dinosaure ici, aussi fou que cela puisse paraître. Il y a même un sergent de police de Norton, Thomas Downey, qui a déclaré un jour avoir vu ce qu'il a décrit comme un oiseau tonnerre ou un ptérodactyle, une sorte d'énorme créature volante d'une envergure de plus de 3 mètres. Mais la plupart des phénomènes étranges qui se sont produits dans le triangle de Bridgewater ne sont que des oui-dire et des spéculations. Il s'agit néanmoins d'une petite zone de curiosité concentrée et nombreux sont ceux qui pensent que le triangle de Bridgewater a été maudit par les Amérindiens il y a plusieurs siècles. Numéro 3, la porte des enfers. Au VIe siècle avant notre ère, une civilisation est apparue dans les vallées centrales de l'actuel Mexique. Il s'agit de la civilisation zapotèque. Centrée autour de Oaxaca et de Mitla, le centre civique et cérémoniel était Monte Alban, une magnifique série de temples et de pyramides construits sur les collines à l'extérieur de la ville de Oaxaca. À son apogée, la civilisation zapotèque comptait un demi-million d'habitants. Et les Zapotèques ont connu une réussite fulgurante et ils étaient extrêmement puissants et tout aussi intelligents que les autres cultures de la Mésoamérique. Ils ont vécu à la même époque que les Mayas, mais loin au nord de la péninsule du Yucatan, dans la jungle guatémaltèque. Mais ce ne sont pas les Mayas qui ont menacé les Zapotèques, mais bel et bien les sanguinaires Aztèques. Et lorsque les Espagnols sont arrivés au XVIe siècle et ont commencé à combattre les Aztèques, les Zapotèques se sont cachés dans leur ville. Ils voulaient éviter de subir le même sort que leurs ennemis, mais ils furent néanmoins vaincus par les Espagnols en 1527. La culture zapotèque commença alors à décliner, mais de façon extraordinaire et n'a pas complètement disparu. Des poches de Zapotèques vivent encore dans le Mexique moderne, parlant même la même langue que leurs ancêtres. Mais parlons maintenant de Mitla, qui n'est pas aussi célèbre que Monte Alban, mais qui n'en reste pas moins un lieu très important. Les Zapotèques pensaient que Mitla était la porte d'entrée entre leur monde et le royaume des morts et l'enfer. C'est là que les membres de l'élite de la société étaient enterrés pour se rapprocher du monde souterrain. Un petit village s'est développé autour du centre cérémoniel, si bien qu'en l'an 100 de notre ère, l'endroit s'était transformé en une ville religieuse fortifiée. Mais aujourd'hui, il ne reste plus grand-chose de Mitla, car le site est en ruine et les archéologues ont encore du mal à rassembler les pièces du puzzle cérémoniel de Mitla. Mais les chercheurs ont identifié des structures en forme de monticule, des cours carrés et un temple particulièrement impressionnant. Ce temple s'appelle Yohopaye, ce qui signifie « maison de la force vitale ». Il y a ensuite les églises construites par les Espagnols pour montrer leur domination sur le peuple zapotèque et sa culture. L'église de San Pablo a été construite à l'endroit exact où les Zapotèques croyaient que vivait la Dame de l'Enfer. Les Espagnols ont placé l'église au-dessus de l'entrée du monde souterrain pour empêcher ce qu'ils pensaient être un démon bien réel de s'échapper.
Les Espagnols créaient en effet que le diable ne se manifeste et ne leur cause des ennuis. Numéro 2, l'ossuaire de Saint-Florian. Le monastère de Saint-Florian est célèbre pour sa bibliothèque, son orgue exceptionnel et les ossements qui se trouvent dans son sous-sol. Le monastère est situé dans la petite ville autrichienne de Saint-Florian et a été construit au IXe siècle après Jésus-Christ, et ce, pour servir de lieu de culte. C'est d'ailleurs le plus grand monastère de tout le pays et l'un des éléments les plus impressionnants de l'architecture médiévale de la région. Et Saint-Florian était vénéré comme le saint des ramoneurs de cheminées il y a très longtemps, puisque le ramonage était une profession très populaire, il fallait un saint pour les protéger. Et Saint-Florian est également le saint patron de la Pologne. Et depuis 1071, le monastère abrite des chanoines augustins, une communauté de prêtres qui vivent comme des moines. Et la grande bibliothèque a été construite en 1744. Elle contient actuellement environ 130 000 volumes écrits au cours des XVIe et XVIIe siècles. Mais la principale raison de visiter le monastère est de profiter du son de l'orgue exceptionnel qui joue dans la basilique. L'orgue Bruckner, nommé d'après le compositeur Anton Bruckner, est l'un des plus grands orgues en état de marche de la planète. Il compte plus de 7300 tuyaux et 103 jeux et c'est vraiment un objet de pure gloire. Entre la bibliothèque remplie de sagesse médiévale et un orgue spectaculaire, le monastère de Saint-Florian est extrêmement impressionnant. Mais parlons maintenant de ce qui se trouve sous le monastère. En dessous de l'édifice religieux se trouve une tombe très mystérieuse. C'est d'ailleurs le plus grand cercueil de la collection qui se trouve dans les couloirs froids et effrayants et dans lequel se trouve Anton Bruckner lui-même, le compositeur à l'origine du nom de l'orgue. Il a demandé à être enterré dans la crypte après sa mort en 1896. Il voulait que sa dépouille entende la musique de l'orgue pour le reste de l'éternité. On pense également que Saint-Florian est enterré quelque part dans la crypte, mais personne ne sait exactement où. Et de nos jours, le tombeau sert surtout de sanctuaire aux grands compositeurs. Bien que les murs soient tapissés des crânes et des ossements de plus de 6000 personnes décédées. La légende veut que ces ossements appartiennent aux premiers chrétiens qui souhaitaient être enterrés près de Saint-Florian. Mais là encore, nous ne savons même pas si les restes du saint se trouvent dans la crypte. Numéro 1. La colonne de Marc Aurèle. La colonne de Marc Aurèle se trouve sur la Piazza Colonna à Rome. D'ailleurs, elle n'a pas l'air de grand-chose, c'est une colonne ordinaire comme on en voit dans toutes les colonnades. La plus grande différence est qu'elle est massive, vieille d'environ 2000 ans et qu'elle a été inspirée par une colonne encore plus célèbre. Les historiens pensent qu'elle a été créée par l'empereur Commode vers 180 après Jésus-Christ, et ce, en mémoire de ses parents. Le concepteur de la colonne se serait inspiré de la colonne Trajane, érigée à Rome soit 110 ans plus tôt, en 113 après Jésus-Christ. Et la colonne Trajane a été officiellement construite pour commémorer les campagnes militaires de l'empereur Trajan en Dacie. Mais elle a surtout été créée pour permettre à l'empereur de se vanter de ses victoires comme le faisaient souvent les empereurs. La colonne de Marc Aurèle est monumentale. Elle mesure plus de 37 mètres de haut, mais elle paraît beaucoup plus petite parce qu'une partie de la colonne est enfouie sous terre. Et personne n'a jamais fouillé la partie inférieure de la structure et pour l'instant, le mystère reste entier. Il pourrait y avoir un trésor ou rien de plus que des pierres cassées, ce qui rend la colonne infiniment fascinante pour les chercheurs. Le problème est que personne ne va commencer à creuser sur les places romaines historiques. Cela créerait un mauvais précédent et tout le monde voudrait bientôt déterrer des morceaux de la ville antique, ce qui est déjà un petit peu le cas d'ailleurs. Et bien que la colonne soit nue aujourd'hui, il y avait à l'origine une statue de l'empereur au sommet de la colonne, ce qui la rendait encore plus haute. Au IVe siècle après Jésus-Christ, le monument était indiqué à plus de 52 mètres dans les catalogues régionaux. Il devait y avoir quelque chose d'autre sur la colonne pour qu'elle soit aussi haute. Mais ce qui est vraiment incroyable, c'est que l'intérieur est creux et il y a un secret à l'intérieur de la colonne dont la plupart des gens ne soupçonnent même pas l'existence. Les touristes prennent des photos de cet objet tous les jours et ne savent rien de l'escalier en colimaçon qui mène à une plateforme d'observation située tout en haut. Mais l'intérieur est cependant fermé au public et les visiteurs ne sont donc pas admis. Et cette incroyable découverte faite en Turquie pourrait à tout jamais changer l'histoire de l'archéologie biblique. Découvre-la en cliquant sur cette vidéo.